Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Vous l'attendiez, ça y est, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot. Il était temps, il était temps quand même de gagner le foot. Et là, surtout, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot avec la manière. On aura donc attendu 35 journées de championnat pour avoir un match référence côté Olympique Lyonnais. Un très très beau match, même si on a eu des choses un petit peu calamiteuses pendant 11 secondes. Mais ça y est, l'Olympique Lyonnais a joué au football. Méga surprise, breaking news. Ce match référence, il a été réalisé avec des joueurs qui jouent à leur poste. Bizarrement, on va avoir le temps d'en discuter tous ensemble. Victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais ce vendredi, avec une ouverture du score très prématurée par Wissam Ben Yedder sur penalty dans la première minute de jeu, et derrière un Olympique Lyonnais presque méconnaissable tant il aura été propre, intéressant, parfois un petit peu brouillon mais globalement supérieur. Une égalisation signée Alexandre Lacazette sur une passe lumineuse de Saël Koumbedi, reprise par Barcola pour aller donner l'égalisation à Lacazette. Un but de Maxence Cacré consécutif à une action absolument absurde de Ryan Cherki qui fait une roulette au point de penalty avant de rater le but quasiment vide. Il suffisait d'ajuster Noble et derrière c'est Cacré qui termine, et ce bijou de Raphaël Cherki, de Ryan Cherki côté droit qui fixe Caio Henrique avant d'enrouler sur le poteau de son pied gauche. Un match, une victoire logique. Vous allez regarder, on va regarder les stats incessamment sous peu, je vais vous les montrer. Et ben non, je vais pas vous les montrer tout de suite puisque j'ai foiré ma préparation d'éléments. Non, ça y est, c'est bon, ils sont prêts. Les stats de ce match, une victoire méritée pour l'Olympique Lyonnais qui était à plus de 2 XG, 23 tirs à 15, 11 tirs cadrés à 9. Un match vraiment dynamique puisqu'on a eu 8 sauvetages du gardien des deux côtés, mais une victoire logique face à une équipe de Monaco, on en parlera un petit peu plus tard, une équipe de Monaco d'une tristesse. Je vous avoue que je regarde pas Monaco tous les week-ends, mais qu'est-ce que c'était nul Monaco quand même. Alors on va pas minimiser la performance de Lyon ce soir, mais quand même quelle facilité il y avait à trouver les espaces, à trouver des lignes entre les différentes lignes. Quelle facilité pour transpercer cette équipe qui est quatrième et qui aurait pu jouer la Ligue des Champions, qui restait sur une bonne série en début d'année avant de s'écrouler complètement. On comprend mieux pourquoi les Monégasques veulent se débarrasser de leur coach. Voilà, j'espère que vous allez bien, on va débriefer ça ensemble, vous connaissez la chanson, on va parler du match dans sa globalité. Ensuite, nous allons faire les notes. Viens là, le chat. Viens là. Et ensuite, nous ferons le Jurigno pour terminer. Effectivement, vous me parlez du costume de clown. Il est là, le costume de clown. Mais il va pas servir aujourd'hui. Il va pas servir. Il y a même la petite cravate. Je l'avais prévu. Je l'ai sorti après le penalty. Je vais pas vous mentir. Et malheureusement, ou heureusement, c'est au choix. Il restera au placard pour ce match-là. Mais nul doute qu'il servira à un autre moment. On va discuter de plein de choses. On va parler de Ryan Cherki, on va parler du match XXL de Maxence Cacré, on va parler de la doublette Barcola-Lacazette. Pour une fois, il y a quasiment que des bonnes choses à dire. On va parler quand même du match de Diomandé, de la première période de Diomandé notamment, qui était un peu calamiteuse. On va parler du penalty concédé et de cette tendance qu'a l'Olympique Lyonnais de se saborder via des penaltys. On va parler du changement, on va parler de la banderole contre Toko. On va parler de Jeffinho, on va parler de plein de choses, mais pour une fois, on va faire un débrief plutôt positif, et on va commencer par le négatif, puisqu'il faut commencer par le début de ce match, avec ce penalty concédé par Diomandé. Diomandé qui est quand même dans le dur, et de tous les joueurs ce soir, avec Tolisso, c'est probablement le seul qui a vraiment plongé un petit peu, et fort heureusement, on a eu droit à un Lacazette de gala, à un Cacré de gala, à un Cherki plus ou moins inspiré, mais quand il l'a été correctement. Un débrief où on est heureux, c'est fou. Alors doucement. C'est terrible, j'ai pas éternué de la journée, je vais éternuer pour le début du débrief. Voilà, parce que l'Olympique Lyonnais gagne le foot, mais moi je perds la guerre contre les pollens. Lukeba, gros match, on va en parler. On va en parler. 11e penalty concédé. Je remercie Pierre Bosch sur Twitter qui m'a envoyé la stat. L'Olympique Lyonnais est l'équipe qui concède le plus de pénaux en Ligue 1. 11 pénaltys concédés, c'est à égalité avec Strasbourg et Angers, mais Strasbourg et Angers en ont au moins arrêté un. L'OL est la seule équipe à avoir concédé autant de pénaux, à avoir encaissé tous ces pénaux. Donc pareil, c'est quand même un vrai sujet, parce que Anthony Lopez est encore très bon ce soir, mais il y a cette incapacité chronique à arrêter des pénaltys qui est quand même un petit peu problématique. Voilà, c'est l'allergie aux followers. J'ai dit allergie aux followers ? J'ai allergique au pollen. Depuis que je regarde tes débris, c'est la première fois où je suis content de t'avoir vu jouer. Il y avait le match contre Montpellier, on était quand même assez... Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'interview de Cherki en mention Twitter, s'il vous plaît ?
Arrivé au dernier geste, j'ai douté entre le piqué, le pointu, le côté. Au final, j'ai fait les trois, ça n'a pas marché, mais je suis content pour mon ami Maxence qui a mis un but. Effectivement, plutôt rigolote cette. Putain, mais vous voyez pas parce que c'est hors champ. Il y a le chat qui est en train de foutre le bordel là. Il a attendu que je lance. J'étais au stade, ça commence à gronder sur Cherki. Heureusement qu'il marque. On va en parler parce que c'est vraiment le sujet principal. Cherki, parce que c'est comme d'habitude avec Cherki, c'est-à-dire que il a une capacité, ce garçon, à donner envie de se fracasser la tête contre un mur et à faire lever les gens dans le même match, parfois même dans la même minute, qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si c'est le joueur qu'il faut, si c'est l'homme providentiel. C'est très difficile de ne pas aimer Ryan Cherki, mais c'est très difficile de ne pas le détester aussi de temps en temps. Il y a eu des choix, il y a cette impression constante que quand il y a des choses faciles à faire, il va chercher la complication, et parfois, dans cette complication, il va réussir des trucs qui sont extrêmement durs à faire, alors qu'il y avait probablement plus simple. Ou alors même dans la même action, et le but de Cacré est l'illustration même de Ryan Cherki. C'est-à-dire que le plus dur à faire dans l'action, c'est cette roulette en pleine surface. Il faut avoir des nerfs d'acier, il faut avoir une qualité technique au-dessus de la moyenne pour faire cette roulette de zinzin. Et après, il y a juste à ajuster le gardien à 4 mètres du but, et ça, il n'y arrive pas. Et vraiment, il y a cette capacité qu'a Cacré à souffler le chaud et le froid parfois dans la même action qui est folle. Et moi, je continue d'être dans le train Cherki, même s'il y a des moments où je me dis, mais il me rend dingue. Je continue de penser qu'il manque pas grand-chose à Cherki. Il manque vraiment pas grand-chose pour qu'il aille gommer cette tendance à aller chercher la complication, chercher le geste, pour devenir un joueur plein. Parce qu'encore aujourd'hui, sur un match comme ça, où il finit quand même la rencontre avec, c'est pas une passe décisive, mais c'est un but offert et un but, il y a encore cette sensation que ça pourrait être 10 fois mieux. Il peut terminer ce match, Cherki, avec 3 buts et 2 passes D. Mais il cherche tout le temps la complication. Alors, est-ce qu'on est obligé d'accepter cette complication pour avoir le Cherki flamboyant? Peut-être que c'est indissociable. Et moi, je continue de penser, merci The Ice Creams, je continue de penser que Ryan Cherki peut gommer ces défauts-là. Voilà, vous me parlez de Vinicius. C'est un peu le même esprit. Vinicius, à ses débuts, on voyait la supériorité technique. On voyait le joueur frisson, le joueur joker, mais il était débile. Et je pense que Cherki, il doit encore progresser dans l'intelligence de ses choix, parce que la qualité technique et la capacité à créer le frisson, il l'a, mais il a encore besoin de savoir choisir la simplicité quand elle s'impose. Il y a des actions qui sont anodines, mais vous voyez, à un moment donné, il percute côté droit et il essaye de faire un flip-flap. Mais pourquoi ? Simple. Il y a un moment donné, c'est pareil. Il commence à taper l'épaule d'un mec comme ça. Il y a Lacazette qui part en profondeur, il y a Jeffinho derrière lui. Il fait un contrôle de trop pour tenter une talonnade et il perd le ballon, alors qu'il y avait une passe toute simple à faire. Et moi, je continue de penser que Cherki a la capacité de devenir un joueur comme ça, un joueur qui tire le meilleur de sa qualité technique, qui est largement supérieure à 99% des joueurs pros en foot. Et il a cette intelligence, il est capable, il y a des passes en profondeur qui donnent vers Barcola côté droit, qui sont magiques, il y a des inspirations qui sont magiques, il y a une capacité parfois à temporiser qui est magique, mais il y a toujours ce déchet, il y a toujours ces mauvais choix, et il y a des matchs où Cherki termine avec 0 stats, qui sont des matchs à jeter à la poubelle intégralement. Donc encore aujourd'hui, ça va être très dur de noter Cherki. Alors on va bien le noter, parce qu'il y a des frissons, puis il y a ce but génial, il y a cette action géniale, mais quelle frustration, quoi. Qui dans le chat, là, vous êtes dans le chat, qui dans le chat ici peut se targuer de ne pas avoir insulté Cherki pendant le match dans son coin? À un moment donné, est-ce que vous l'avez forcément à un moment dit putain, mais Cherki, mais voilà. Et après, après, voilà. Après, il fait la roulette. Mais il rend fou. Il y a des moments, il rend fou. Et moi, je l'adore parce que pour moi, c'est l'essence du foot. C'est l'essence du foot. Un mec comme Cherki, c'est des mecs comme Cherki qui font qu'on regarde le foot. C'est des roulettes comme ça qui font aller au stade. C'est des frappes enroulées poteau rentrant qui donnent envie d'aller regarder le match suivant. Mais il y a aussi des trucs où on dit putain, mais arrête. La première mi-temps de Cherki, waouh, c'est dur, hein. C'est très très dur. Et puis il y a la deuxième. Et puis ferme ta gueule, quoi. Voilà, prends les tweets et supprime-les. Et c'est toujours comme ça avec Cherki. Et le jour où il arrivera à faire en sorte que ces mauvais moments dans le match, ce soit 5 ou 10 minutes au lieu de 30 ou 45, et que les bons moments remplacent le reste, alors là, les gars, on va parler... Là, ce sera du bon poulet. Mais on n'y est pas encore. Ça va peut-être venir. Il y a peut-être un moment donné où on va il va avoir le déclic. Le déclic est toujours pas là.
C'était son 100e match quand même hein, aujourd'hui avec l'OL, toute compétition confondue, Ryan Cherki. Alors oui, dans les 100 matchs, il doit y avoir 80 entrées en jeu de moins d'un quart d'heure, mais quand même, ça fait 100 matchs. Ça commence à devenir pressant, même s'il est encore très jeune. Il va falloir qu'il ait la capacité de porter cette équipe. Il est jeune, manque d'expérience, il manque de maturité, mais il montre qu'il peut. Il peut porter cette équipe. Donc, il peut porter cette équipe. Oui, alors la stat des 14 buts en 100 matchs, encore une fois, prenez le fait que, 1, c'est pas un joueur fini, 2, qu'il est extrêmement précoce, et que 100 matchs, prenez-moi le total des minutes et calculez-moi sur les minutes. Je suis désolé, je vais me remoucher 2 minutes. Désolé, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison, puisque je suis une usine à morve à cause des pollens. On va parler de Tolisso, tranquille, tranquille. Après les 100, il a joué combien de matchs à son poste? Non mais voilà, vous me parlez des 100 matchs de Cherki. Sur les 100 matchs, combien il y a d'entrées en jeu d'une poignée de minutes? Combien il y a de matchs où il rentre sur le côté? Moi, j'aimerais qu'on juge Cherki, et ça ne voudra pas dire que c'est suffisant, hein, mais j'aimerais qu'on juge Cherki sur les matchs qu'il a joué en tant que titulaire au poste de numéro 10. Alors oui, la vie, c'est pas un kiwi, on joue pas toujours à son poste. Mais quand même, je pense que sur l'échantillon de matchs qu'il a joué en numéro 10, il y a quelques matchs de merde, et des vrais gros matchs de merde. Hein. Mais globalement, c'est un joueur qui a moyen d'accepter, d'apporter des choses. À quand une statue pour Alexandre 0,22 XG par 90 minutes. Bah, pour un milieu offensif, c'est pas suffisant, mais c'est pas dégueulasse non plus. Barcola, 5 buts, 6 assists. Moi, j'ai 7 et 7, moi. Toute compétition confondue. On va en parler après. Il y a un autre truc qui m'agace avec Cherki, et après on termine sur Cherki, c'est le repli défensif. C'est un joueur qui fonctionne encore trop à l'envie, à mon sens, à la motivation, plutôt qu'à des automatismes. Et vous voyez bien qu'en première période, il n'a pas envie de défendre. Il n'a pas envie, du coup il défend pas. Et du coup l'équipe elle est un peu déséquilibrée. En seconde période, ça va, ça roule, ça tourne, l'équipe pousse. Là il défend, là il redescend. Et donc je trouve qu'il y a aussi un manque de maturité chez Cherki de ce côté-là. C'est-à-dire que les efforts, il doit les faire de façon systématique et de façon automatique, et pas juste quand il a envie. Et je pense que mentalement, il y a encore un palier à franchir pour lui. Et on me dit beaucoup de mal, là, enfin on dit beaucoup de mal. On a beaucoup d'axes d'amélioration, mais parce qu'on sait tous, ici, le potentiel qu'a Ryan Cherki, et là où il peut emmener l'OL. Donc voilà, on verra. Merci à Sitting Buzz pour le Prime. Donc voilà, on va voir. 35 matchs complets pour Cherki. Bah, 14 buts en 35 matchs complets, c'est pas scandaleux. C'est pas mal. Donc voilà, donc je pense que je suis toujours encore plus exigeant avec Cherki, parce que je suis quand même persuadé qu'il a de l'or dans les pieds et peut-être pas assez dans la tête, mais que ça se travaille la tête, alors que l'or dans les pieds, ça se travaille difficilement. Donc on va voir. On va voir Cherki, mais je pense qu'un match comme ça, c'est... Alors peut-être pas le match, mais la seconde mi-temps, c'est quand même une seconde mi-temps en référence pour Cherki, mais il faut qu'il tire les bons enseignements de ces matchs-là. Parce qu'il peut tirer l'enseignement de... Il faut que je continue à tenter, parce que je tente, je rate 3 trucs sur 4, mais je mets 2 buts. Ou alors, est-ce que ça va être un match qui va lui permettre de se dire, il faut que je gomme les trucs un peu compliqués pour me concentrer sur ce que je sais faire. Donc on va voir. On va voir, toujours le point d'interrogation au-dessus de Ryan Cherki. Moi, je reste dans le train. Je reste dans le train parce que à chaque fois que j'ai envie d'en descendre, il se passe des dingueries avec lui. Voilà pour Ryan Cherki. J'ai noté dans mon petit carnet que je vais vous montrer là. Regardez, il y a des trucs marqués dessus. Hein. Monaco nul derrière. Et je voudrais qu'on parle 2 minutes de Monaco avant d'enchaîner sur Barcola, Lacazette et Cacré. Je trouve ça fascinant que cette équipe soit encore 4e. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des supporters monégasques dans le chat ou sur YouTube, mais je trouve ça fascinant que Monaco soit encore 4e. C'est nul, hein. Waouh. Comme c'est nul. Alors, Blanc qui nous dit... Quel beau match, on est coutumier de ses erreurs individuelles, mais ce qu'il y a d'important aujourd'hui, on s'est remis dans le match, on a rectifié les erreurs. On a été très bon, bravo à mes joueurs, je suis très fier d'eux ce soir. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu la déclat sur Cherki. Lyon, Rennes, Lille, choc derrière. Donc... Ah ouais, non, mais bien sûr, il faut se rendre compte quand même du rythme désastreux des équipes de la 4e à la 7e place. Rennes, Lille, Monaco et Lyon, c'est en décrépitude. Et... Attends, il a dit quoi, Laurent Blanc? Je vois des gens qui s'énervent. Ah, déclat de Laurent Blanc. Les supporters, c'est un autre problème. Ils sont là pour supporter l'équipe. Mais supporter l'équipe, c'est quand on en a besoin, pas quand on mène 3-1. C'est pas merveilleux, c'est pas fantastique. On a fait abstraction de ça. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème à Laurent Blanc? Il s'attend à quoi? On prend un pénalty la première minute, il s'attend à quoi? Bon, de toute façon, moi je vais vous le dire, je pense que Laurent Blanc, il saute. C'est une attitude de mec qui veut sauter, là. C'est quoi son problème? Bref, on va passer. Ouais, Monaco...
Bon courage à eux, hein. Parce que Monaco, ils sont encore en lice pour finir 6ème. Hein. Il y a un monde, hein. Il y a un monde où ils finissent 6ème. Parce que Monaco, là, ils ont plus que 5 points d'avance sur Lille et 6 sur Rennes, qui vont jouer demain. Donc il y a un monde où Lille est à 3 points et Rennes à 4 points. Ils vont jouer Rennes, et il me semble qu'ils vont jouer Lille aussi. Si je dis pas de bêtises. Non, ils jouent Monaco et Toulouse. Ils jouent Rennes et Toulouse, pardon. Il y a un monde où ils finissent 6ème, Monaco. Il y a un monde où ils sont pas européens. Donc c'est ouf, quand même. C'est des échos, pas du tout. Non, c'est une déclasse, ça. Le fait qu'il saute, à mon avis, c'est pas des échos, c'est un avis perso. Je voulais qu'on parle de Barcola, Lacazette quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que Barcola et Lacazette, c'est 37 buts cette saison, toutes compétitions confondues. 37 buts. 37 buts pour Lacazette et Barcola. 30 buts pour Lacazette, toutes compétitions confondues. Il y en a 26 en Ligue 1 et 4 en Coupe de France. 7 buts pour Barcola. Et 7 passes pour Barcola et 5 passes pour Lacazette. Vous vous rendez compte ? Enfin, le malentendu quand même, c'est-à-dire que vous avez Lacazette qui se pète pendant un mois et qui marque quand même 30 buts, et vous avez Barcola, dont les stats ne sont que le fruit d'un effet papillon monumental, de Karl Toko Ekambi qui est sifflé, donc qui shoot dans une poubelle, donc qui fait un caca nerveux, donc qui se retrouve à Rennes, et donc Barcola qui peut mettre 7 buts et 7 passes D. C'est fou cette connexion entre Barcola et Lacazette. Et moi je trouve que... Parce que Lacazette, on sait qu'il est fort. Voilà, on sait qu'il est fort et je pense que ça y est, tout le monde se rend compte d'à quel point c'est un miracle d'avoir Lacazette, on en a déjà dit 1000 fois. Bon, rendez-vous compte quand même, 30 buts sur le pire OL du 21e siècle, avec un mois de blessure. Enfin, la performance est absolument stratosphérique pour Alexandre Lacazette. Mais j'aimerais qu'on parle de Barcola, parce que Barcola, chaque jour qui passe, chaque match qu'on voit, pousse Barcola encore plus haut qu'on aurait pu l'imaginer. Et Barcola, plus il avance, plus il a tout. Plus il a tout. Plus il a la vitesse, la percussion, les bons choix, la finition. Il a tout, Barcola. Et je sais pas où il va aller. Je sais pas jusqu'où il va aller, mais il a tout. Et il a cette capacité et cette qualité extrêmement importante aujourd'hui dans le foot d'aujourd'hui. Parce que le foot d'aujourd'hui est gangréné par les faux ailiers. Vous voyez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire les ailiers qui repiquent, les ailiers qui demandent dans les pieds, mais il y a de moins en moins dans le foot de vrais ailiers. Des vrais ailiers de vitesse, de profondeur, de percussion, de... Voilà. Et Lacazette. Barcola est un vrai ailier. C'est un vrai ailier. Même s'il a été formé dans l'axe, c'est un mec qui est capable de prendre la ligne, de foncer, de faire les appels, d'élargir le bloc. Et je pense que le succès de Lacazette cette saison, il est en grande partie dû à la capacité qu'a Barcola de lui créer les espaces, de lui élargir le champ des possibles. Et je trouve que on va parler des buts de Barcola, on va parler des passes de Barcola, on va parler des dribbles de Barcola, des inspirations de Barcola, mais le jeu sans ballon de Barcola est exceptionnel et il y a de moins en moins d'attaquants, de moins en moins de joueurs, et d'ailleurs c'est le grand défaut de Mbappé, qui court dans le vide pour faire jouer les autres. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus ? Je trouve que Barcola, c'est un attaquant qui est généreux au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il va faire l'appel à l'extérieur pour libérer des possibilités pour Lacazette. Jeffinho est pas mal là-dessus aussi. Et vous voyez, je parlais de Mbappé, c'était Sofiane sur nos amis concurrents de nos amis Parion Sport, là, que l'on salue et que l'on remercie comme d'habitude, Parion Sport, qui disait que Mbappé fait rarement des appels pour les copains, parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il est trop fort. Mais vous avez plein de joueurs, plein d'attaquants, qui, s'ils n'ont pas la possibilité de recevoir le ballon, vont pas faire l'appel. Parce que les appels dans le vide, c'est l'essence du foot. C'est aspirer un défenseur pour libérer de l'espace pour le copain. Barcola, il fait ça. Et je vais pas vous dire qu'il le faisait pas, parce que sinon vous allez dire que je m'acharne, mais vous voyez très bien qu'il le faisait pas. Lacazette pas nommé, là, écoute... Jeff bon, mais physiquement, il se fait bouger. Ouais, Jeffinho, c'est intéressant, parce que c'est un joueur qui apporte des choses différentes. Moi, j'aime beaucoup Jeffinho, parce que c'est un style différent. Oui, physiquement, il faut qu'il prenne un peu de muscle, mais déjà, il y a un côté virevoltant. Un côté virevoltant, moi, que j'adore. Et surtout, c'est un joueur qui fait peur à l'adversaire. Et vous voyez bien que ce genre de joueur comme Jeffinho oblige l'adversaire à ne pas serrer sur lui, et donc à défendre en reculant, et donc ouvre également le champ des possibles au niveau de la passe. Et je trouve que ça... Enfin, ça veut dire, c'est pas nouveau, et vous allez dire... Je sais plus qui c'est qui disait sur Twitter, sur Twitch, tout à l'heure, dans le chat, qui disait les coachs Twitter meilleurs que Laurent Blanc. Bah ouais, les gars, je suis désolé, mais oui, ça fait combien de temps qu'on réclame cette formation-là, cet ajustement-là? Combien de temps qu'on réclame Cherki en 10, Cacré en 6, Barcola, Jeffinho, Lacazette? Ça fait longtemps qu'on réclame ça, quand même. Oui, c'est toi, Godzilla. Mais ça fait longtemps qu'on réclame, qu'on dit que cette équipe, elle peut potentiellement tourner collectivement avec un Barcola qui étire le bloc de l'autre côté, un Jeffinho qui vient percuter, un Cherki à son poste et un Cacré à son poste. Bizarre, quand même.
Bizarre. Je veux dire, on n'a pas passé notre brevet d'entraîneur, mais il y a des choses qui me semblent évidentes, qu'on répète à longueur de journée. Et là, bizarrement, le match référence de l'OL, on l'a au moment où la compo est celle qui semble le plus cohérent au regard des qualités des joueurs. Moi, je suis un peu gêné par ça. Je vous avoue. Je suis gêné, moi comme vous tous, d'avoir raison sur des choses aussi élémentaires que les joueurs de football sont meilleurs quand ils jouent à leur poste. Et c'est pas prétentieux, je veux dire, c'est évident. Cacré, ce soir, il fait le meilleur match de sa saison. Et d'assez loin en plus, hein. D'assez loin. Et ça fait quelques matchs que ça va mieux, Cacré. Bizarre, c'est quand il joue à son poste, en meneur de genre trait, et qu'il a tout le loisir de se retourner à 60 mètres du but, et de faire un peu le box-to-box comme il a envie. Cherki, quand il joue dans l'axe, c'est pas toujours parfait, mais c'est quand même vachement plus décisif quand il est sur l'aile. Bizarre quand même. Bizarre. Donc, moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le coach, et on va en parler, et on va encore critiquer le coach et compagnie. J'ai un problème avec le fait qu'il faille attendre 36 journées de championnat pour voir les joueurs à leur poste jouer au football. Donc, merci Taïver. Donc, je suis gêné par ça, et je sais pas ce qu'il va nous cuisiner pour le match contre Reims la semaine prochaine, mais ça se trouve, il va nous remettre Cacré en 10 et Cherki sur l'aile. Et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas d'explication sur ça. Et j'entends parfaitement les gens qui sont agacés par les coachs de Twitter, les 60 millions de sélectionneurs, etc., et qui te disent oui, bah gna gna gna, t'as qu'à aller passer ton brevet d'entraîneur et tout ça. Mais pourquoi nous, on voit des choses évidentes que le coach voit pas? Est-ce qu'il se passe des choses à l'entraînement? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on voit pas? Est-ce qu'on est con? Je sais pas. Mais il y a des choses qui m'échappent. Et là, ce soir, ça m'échappe. Parce que oui, on gagne. Oui, on joue bien au foot. Et c'est génial, et c'est super. On est content, on a gagné, on a crié sur le but de Cherki et compagnie. Mais après ça, est-ce que vous n'êtes pas énervé quand même? Est-ce que vous n'avez pas une certaine forme de frustration et d'agacement de se dire, bah oui, c'est quand même mieux qu'à 5 derrière, c'est quand même mieux qu'avec Cherki sur le côté, c'est quand même mieux qu'avec Cacré en 10. Et il va manquer combien de points à la fin de la saison à l'OL pour être européen? Mais même plus loin que ça, il va manquer combien de points pour la 4e place? Il va en manquer peut-être 3-4. Et ces 3-4, vous allez me dire que c'était impossible d'aller les chercher en faisant des trucs qui sont un peu moins cons. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ce côté, il manquait pas grand-chose. On a une chance inouïe qu'avec des défaites contre Clermont, des défaites à la con, à droite à gauche, des matchs de merde tout au long de la saison, on soit encore à portée de tir de l'Europe. C'est un miracle. C'est un miracle qui n'est dû qu'au fait que Rennes, Lille et Monaco sont absolument nuls depuis plusieurs semaines, nuls à chier. Mais vous vous rendez compte qu'on n'a même pas profité de ça? Il y avait un boulevard, il y avait la place Bellecour pour aller chercher une 5e place, voire même la 4e. Même la 4e. Parce que si tu perds pas contre Clermont, si tu gagnes comme Clermont, et tu dois gagner contre Clermont, si tu gagnes contre Clermont, t'es à 3 points de Monaco. Monaco qui va jouer Lille... Dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et même si tu fais 6 sur 6 sur les derniers matchs, bah ça suffira peut-être pas. Il va peut-être manquer 1 ou 2 points. Donc voilà, moi je suis pas convaincu par Laurent Blanc. J'aime pas les déclats, j'aime pas l'attitude, j'aime pas le coaching et j'aime pas la science du foot. Donc j'espère que Laurent Blanc va sauter à l'intersaison. Et si jamais il saute pas, bah tant pis, on va espérer. Mais je pense pas que ce soit le bon coach. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Anthony Lopez, 8 arrêts quand même ce soir, Anthony Lopez. Hein. Parce que avant de dérouler, il y a quand même eu un sacré paquet de saucisses en défense et un sacré paquet d'arrêts de la part d'Anthony Lopez. Donc pareil, il faudra quand même saluer la saison d'Anthony Lopez. On a salué la saison d'Alexandre Lacazette, mais Anthony Lopez cette année, il en a sauvé des points. Hein. Il en a ramené du puntos. Hein. Donc voilà, donc Anthony Lopez d'un côté et Lacazette de l'autre, ils sont là les deux vrais patrons de la saison. Fautif sur le péno. Non, il n'est pas fautif sur le péno, arrêtez. Arrêtez, c'est pas Lopez qui est fautif sur le péno. C'est Diomandé qui est fautif sur le péno. Derrière Lopez, bah oui, il peut peut-être mieux sortir. Mais c'est pas la faute de Lopez si Diomandé il fait un remake du jeu Coop avec ses articulations des pattes arrière là. C'est une catastrophe là Diomandé sur cette action là. Et moi je l'adore Diomandé, vous le savez, on le répète H24. Mais là, c'est dur hein. C'est dur depuis quelques semaines, Sinali. Hein. C'est vraiment dur. Donc non, Lopez, il est pas vraiment... Il peut un jour arrêter un péno. Ça, c'est vrai. Ce serait pas mal qu'un jour, il arrête un penalty. Ça pourrait nous aider. Mais sinon, c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Il a rendu hommage à Le Penant.
Diakabi marquait des buts au moins. Bon, c'est un défenseur, il n'est pas censé marquer des buts, mais bon. Je voulais souligner aussi le changement Thiago Mendes, Jefinho. Moi, j'ai failli m'arracher les cheveux, en tout cas ce qu'il en reste. Parce que putain, le changement défensif, alors que tout se passait super bien, et Cacré qui repasse en 10, je me suis dit, bah voilà, elle est là la saucisse. Bah voilà, il nous manquait que ça. Je préfère Lopez ultra explosif qu'un bon gardien de péno. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi là, dans l'absolu. À la limite, faire rentrer ça. Bah, je sais pas s'il faut faire rentrer ça. Après, tout ça aussi est la conséquence des choix que tu te donnes. À un moment donné, quand tu mets Aouar Dembélé sur le banc, si c'est pas pour les faire rentrer, ça sert à quoi de les mettre sur le banc? Alors je vous dis pas qu'il faut faire rentrer Aouar Dembélé, hein. Loin de moi cette idée-là. Mais je dis juste que, quitte à prendre Aouar et Dembélé, qui dans 3 semaines sont plus joueurs de l'Olympique Lyonnais, quel est l'intérêt de prendre Aouar et Dembélé dans le groupe si c'est pour même pas les faire rentrer? Si c'est pour mettre Miguel Larouche, si c'est pour mettre Mohamed Larouche hors du groupe, au moins ait la décence de faire rentrer Aouar Dembélé. Parce que sinon, c'est un pied de nez dégueulasse, quoi. C'est comme quand on mettait Mapou dans le groupe à la place de Pierre Kalulu. Quel est l'objectif? C'est quoi le but? Miguel Larouche. Oui, je sais pas pourquoi j'ai appelé Miguel Larouche. J'ai appelé Kevin Benzema aussi. J'ai Raphaël Cherki. Le mec a des problèmes avec les prénoms, quand même. Hein. Donc là, moi, j'ai un problème avec ça. Regarde la règle de Barcola sur la voix de Cherki. Oui, j'ai vu. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est assez marrant. Hein. Non, mais c'est cette saison, et on aura le temps de faire un grand débrief de la saison le week-end suivant la dernière journée. Cette saison, elle est extrêmement frustrante parce qu'il n'y a pas rien qui marche dans cette équipe. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une équipe où il y a des choses qui fonctionnent, il y a des connexions qui fonctionnent, il y a des joueurs qui, quand ils ont soit la tête à l'endroit, soit qui sont alignés leur poste, il y a quelque chose, quoi. Vous pouvez pas me dire qu'une équipe avec ce Cacré-là, Cherki de la deuxième période, Lacazette, Barcola et Jefinho peut pas faire mieux que 6e ou 7e. Et du coup, c'est hyper frustrant. Parce que l'an prochain, les amis, à moins d'un miracle, l'an prochain, le jeudi, on va regarder Monaco et Rennes se faire tarter la gueule par des équipes de seconde zone en Europe, pendant que nous, bah, on jouera FUT Champions. C'est tout. Et ça va être nul. Et on va être frustré, et on va se dire, putain, les cons, quoi. Lacazette, Cherki, Barcola, Lukeba, Lopez, Tagliafico, et même pas foutu d'aller chercher une 5e place. Donc c'est dur d'être content, en fait. C'est dur, c'est bien d'être content sur le moment, on marque des buts, on a gagné le foot, c'est génial, mais c'est dur, quoi. C'est hyper énervant. Et ça fait combien de fois qu'on se dit, ah, peut-être l'Europe et tout, et bim, le match d'après, on se fait casser la gueule. Ça va peut-être faire la même chose, peut-être qu'à Reims, bim, voilà. Peut-être que Rennes va faire match nul à Ajaccio demain, alors qu'Ajaccio n'a plus rien à jouer. Peut-être que Lille va perdre contre l'OM, et qu'on va se retrouver la semaine prochaine à 2 points de l'Europe, et que Lille et Rennes vont faire match nul, et que nous, on va perdre contre Reims. Et là, qu'est-ce qu'on va rigoler? Et là, le costume de clown, on va le sortir, là. Là, la perruque, elle sera bien sur ma tête. Ou peut-être pas, parce que je serai pas chez moi, mais... Là, c'est fini, arrêtez d'y croire. Mais moi, je vous ai dit, je pense qu'on va pas y arriver, mais vous m'empêcherez pas d'y croire jusqu'au bout. Hein. S'il y a 3 points et moins 4 de goal average au dernier match, et que Lille joue 3, et ben je m'en fous, j'y croirais quand même. S'en fout, on est là pour le folklore, on est là pour... si vous y croyez pas, vous croyez en quoi? C'est bon, il y en a qui ont cru au Père Noël jusqu'à 10 ans. Laissez-les tranquilles. Moi, je crois au retour de Ferrari, à une victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France, et à l'Olympique Lyonnais. Je suis le plus naïf des débiles. Voilà, soyez naïfs, soyez des enfants, c'est bien. Tu penses vraiment gagner contre Will Steele? Non, je pense pas gagner contre Will Steele. J'espère gagner, c'est pas pareil. Jamais dit je pense qu'on va gagner contre Reims ou je pense qu'on va se qualifier pour l'Europe. Je dis c'est possible, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je dis c'est possible, factuellement c'est possible. Le foot c'est un jeu, faut rêver. Mais bien sûr, on est obligé de rêver, on est des débiles. Faut accepter le fait qu'on est débile. C'est tout. C'est comme Thibaut Pinot, quand il prend l'échappée, ça y est, c'est la fête. C'est juste une échappée sur le Tour d'Italie. Faut accepter le fait qu'on est débile. On est débile, on est irrationnel, le foot c'est irrationnel, la passion c'est irrationnel, et ben on va y croire jusqu'au bout. Même si on mérite pas, même si tous les éléments sont contre nous, ça arrive. Ça arrive, et à 4-1, vous y croyez vous? Non, par contre à 4-2, est-ce que dans votre tête vous n'êtes pas dit, bon on va gagner 5-4? Vous y avez cru? Or à 4-2, c'est pas possible les gars. Donc on y croit, voilà, on y croit jusqu'au bout, et on fera des débriefs jusqu'à ce que ce soit possible. Donc on verra. Qu'est-ce que j'ai noté? La banderole de Toko. Et après, on passe aux notes. Vous avez peut-être vu cette banderole du Virage Nord qui a dit « Karl Toko pense au mercato ».
On ne veut pas de toi sous notre maillot, quelque chose comme ça. Bon, et alors, faisons les gens raisonner. Était-ce bien nécessaire de lui donner autant d'importance? Parce que je pense que Karl Toko Ekambi n'a absolument pas l'intention de rejouer un jour à l'Olympique Lyonnais. C'est une petite crotte de nez. Je pense que c'est pas nécessaire. Je vous le dis. Ils ont totalement raison. C'est vrai. Et ça a le mérite d'être clair. Mais je pense que Toko, faut pas lui donner la lumière. C'est dur, mais c'est honnête. Pas nécessaire, mais bien drôle quand même. Oui, c'est très drôle. C'est aucunement une critique envers les virages. Je dis juste que Toko Ekambi, voilà, il va rentrer, il va revenir, et il va être balancé aux Émirats ou en Arabie Saoudite, ou dans MLS. Il y a bien un club de MLS qui a mis 7 millions sur Shaqiri, il y en a bien un qui peut en mettre 5 sur Toko Ekambi. Hein. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de rentrer dans une guéguerre avec Toko Ekambi. Le message concernant sa désirabilité à l'Olympique Lyonnais a déjà été bien établi, et il n'a pas trop donné de signes de volonté de revenir. Donc voilà, pourquoi Toko est autant détesté? Alors parce qu'il a fait chute aux supporters alors qu'on était 8ème, et qu'ensuite il a déclaré dans la presse de saloperies sur Lyon. Donc forcément, la rupture est consommée, quoi. Voilà, mais tu penses quoi du retour de Jeffrey Nalid? On aura le temps d'en parler après, mais oui, tout ça ne nous enlèvera pas le fait que c'est le retour des morts-vivants cet été. On le répète, on fera le bilan après la fin de saison, quand on fera un petit bilan mercato, pré-retour de pré-compagnie, où on fera un espèce de live. C'est quoi les perspectives de l'OL à court terme? On aura le temps d'en parler largement d'ici là. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit sur les joueurs d'aujourd'hui? On a parlé de Jeffinho, on n'a pas parlé de Tolisso, mais on va parler dans les notes. Tolisso qui a fait un match un peu tristounet. Tagliafico, petit match tristounet aussi. Koumbedi, je kiffe de fou. Alors Koumbedi, oui et non. Koumbedi, offensivement, c'est génial, mais défensivement, c'est encore friable quand même. Au duel, c'est un peu laborieux, mais Koumbedi, il a 18 ans, donc... moi, un mec comme Koumbedi, qui est capable de faire ce que fait Koumbedi à 18 ans, je suis très content. Très content. Le futur DS. Alors le futur DS, il y a des noms qui ont fuité, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a le mec avec 3 prénoms là, qui vient de l'OM. Mathieu, Louis, Jean, ou un truc comme ça, non? C'est ça? Je vous avoue que je le connais pas. Donc je sais pas trop quoi en penser. On aura le temps d'en reparler assez rapidement, je pense, des noms en DS. Non, ce n'est pas Jean-Louis David. C'est le gars de l'OM, non? C'est Chef Scout? Ouais, niveau DS, pour l'instant, il n'y a pas de nom qui filtre, hein, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de nom qui filtre. Je pense que ça va filtrer sous peu. Je pense qu'il y a potentiel pour que les noms des prochains DS, en tout cas des gens qui ont été contactés, sortent d'ici mercredi. Voilà, au doigt mouillé, mercredi. Voilà, on a parlé d'Abidal aussi, Julien Alain Philippe, exactement. Qu'est-ce qu'il a dit, Socrate? Pierre-Jean Chalençon. Mais c'est pas un prénom, Chalençon, enfin. Ça parlait d'Abidal. Oui, il y a eu Abidal qui est sorti, effectivement. J'y crois pas trop, Abidal. Abidal, ça me donne pas hyper envie. Abidal, j'y crois pas trop. Après, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Enfin, si, j'ai une info, mais je peux pas vous la sortir. Je vous la sortirai quand. Enfin, je vous la confirmerai quand elle sortira comme un gros raton, comme un Jefferson Cepeda. Mais je peux pas vous la donner pour l'instant. Abidal, non, c'est pas Juni. Arrêtez avec Juninho. Laissez Juninho tranquille. Laissez Juninho tranquille, les enfants. C'est pas parce qu'il est à Lyon qu'il est là pour être DS, et que s'il était pressenti pour devenir directeur sportif, vous doutez bien qu'il posterait pas des photos à Lyon. Juninho, je vais être transparent avec vous. J'ai envoyé un DM à Juninho au moment où était annoncé le départ de Bruno Chéroux. J'ai envoyé un DM à Juninho en lui disant « C'est bon, tu peux revenir, les cons sont partis ». Il n'a pas réagi. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Peut-être que s'il n'était pas pressenti comme DS, il aurait... Enfin, faites ce que vous voulez là-dessus. Voilà. Il a vu. Oui, il a vu. Oui, il a vu, par contre. Il les voit, les messages que je lui envoie. Mais laissez Juninho, il est préoccupé par l'extrême gauche et l'extrême droite au Brésil. C'est très bien comme ça. Bodmer, c'est un prénom. Bodmer, il est fortement pressenti. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune info, aucune confirmation, aucune rumeur qui dit que des négociations ont été entamées. Donc, je pense, mais c'est pas une info, hein, je pense qu'il y a eu prise de contact parce que c'est évident. Et puis il y a eu des petits oh là là, Mathieu Bodmer a été contacté par un club français en Ligue 1. Qui cela peut-il bien être? Et puis à Lyon, il y a eu oui, on a contacté des anciens joueurs dans d'autres clubs. Qui cela peut-il... Donc je pense qu'il y a des petits reniflages de cul entre Bodmer et l'OL, mais aujourd'hui, je peux pas vous dire si c'est le cas ou pas.
au jour d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Et bah, je m'en fous. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Ça discute, ça discute. Je sais pas si ça discute. En tout cas, ça se cherche un peu. Elle me plaît l'info. Ah bah moi, elle me plaît 200%. Moi, Mathieu Bodmer à l'OL, je signe tous les jours. Tous les jours. Et Mathieu Bodmer, c'est probablement pas que Mathieu Bodmer, c'est Mathieu Bodmer et les gens qui gravitent autour. Et les gens qui gravitent autour sont très cool. Donc moi, tous les jours, Mathieu Bodmer. Mais mon info à moi, c'est pas, je peux pas vous la donner. Donc non, c'est pas mon info à moi, Bodmer. Et le Havre, effectivement, je pense que si, et là on est, attention, on est sur de la grosse supputation. Je pense que si Bodmer doit devenir directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, et si on doit à un moment donné donner l'information comme quoi Bodmer est en contact avec l'OL, je pense que ça ne se fera qu'à partir du moment où le Havre sera assuré d'être en Ligue 1. Ce serait quand même très maladroit que Mathieu Bodmer dise oui, oui, je négocie avec l'Olympique Lyonnais alors que son club n'est pas encore officiellement en Ligue 1. Le prochain match du Havre, ce sera contre Valenciennes lundi soir. À partir du moment où le Havre aura gagné contre Valenciennes, s'il gagne contre Valenciennes, c'est un peu compliqué le Havre en ce moment, peut-être que là, les langues se délieront, je ne sais pas. Ou alors il n'y a pas de contact et Mathieu Bodmer n'est absolument pas pressenti pour être DS, mais je pense qu'on est sur des choses qui ont été un petit peu dites entre les lignes. Maintenant, j'appelle Bocuse. Si tu devais choisir, moi je préfère Bodmer. Je préfère Bodmer parce que Abidal, je ne sais pas comment il bosse. Et ce qu'a fait Mathieu Bodmer dans un contexte aussi compliqué que le Havre, qui est une équipe très jeune, qui a très peu de moyens, il a quand même recruté des bouts de bois pour pas cher, avec une équipe autour, et de l'aveu des gens qui sont autour, tout le monde m'a dit, Mathieu Bodmer, ça bosse très fort, c'est entouré de gens qui bossent très fort, et comme ça se sait, ça crée une espèce d'ambiance de travail qui font que les autres bossent aussi très fort. Donc moi, oui, est-ce que la rumeur me plaît ? La rumeur, elle me plaît vite fait ou pas. Donc voilà, moi je pense que si Bodmer vient à l'Olympique Lyonnais en tant que directeur sportif, c'est potentiellement le meilleur choix possible, avec le meilleur entourage possible, et si on lui donne les ressources qu'il faut avec un bon scout et une belle équipe de recrutement, il peut se passer des choses très très cool. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, rien ne permet de dire que Mathieu Bodmer est en contact avec l'OL, rien ne permet de dire que Mathieu Bodmer même intéresse l'Olympique Lyonnais. On est sur personne n'a rien vu, personne ne dit rien. Mais je pense que les langues se délieront d'ici les quelques semaines qui vont arriver. Voilà. Sujet terminé sur Mathieu Bodmer. Je crois qu'on a fait le tour. Ponceau et Chéroux dehors dans tous les cas. Alors, Chéroux, c'est marrant parce que vous vous rappelez la semaine dernière, je vous disais de faire attention aux comptes qu'il y a sur Twitter qui traitent de l'actualité lyonnaise en faisant n'importe quoi, qui avait annoncé officiel Bruno Chéroux débarqué de l'OL sur la base de juste une parole de Hugo Guillemette à l'équipe du soir qui dit que Bruno Chéroux allait partir. Bruno Chéroux est toujours à l'OL, hein. Bruno Chéroux n'est pas parti encore. Selon toute vraisemblance, Bruno Chéroux va partir. Ça semble assez évident, puisqu'on cherche son remplaçant, ça a été dit dans les différents médias. Vincent Ponceau, c'est pas sûr. Vincent Ponceau, ça marche pas trop mal avec John Textor. Il se pourrait que John Textor garde Vincent Ponceau, mais pas au poste de directeur de football. Ça, c'est ce qu'expliquait Hugo Guillemette dans son dernier article sur le sujet. Il expliquait que Ponceau pourrait soit rebasculer du côté administratif, parce que c'est un excellent gestionnaire et qui s'entend très bien avec tout le petit peuple de gestionnaires, ou alors du côté de l'OL féminin. On ne sait pas encore. Mais Vincent Ponceau ne devrait pas rester comme directeur du football, c'est une évidence. Maintenant, moi, Vincent Ponceau, je pense que c'est quelqu'un qui a été extrêmement bon quand il était dans l'ombre, et il était très bien dans l'ombre, il se pouvait retourner dans l'ombre, ce serait très bien aussi. Et je pense pas que ce soit fait pour le football. Heureusement pour lui, dans un club de football, il n'y a pas que du football, et pour tout ce qui n'est pas du football, tout le monde dit que c'est un très bon gestionnaire. Est-ce que la rumeur Vieira te plaît ? Non, parce que je pense que Patrick Vieira est une fraude. Je n'ai jamais vu faire quelque chose de cohérent, Patrick Vieira. Partout où il est passé comme entraîneur, c'était pas ouf. Le mec a quand même eu 3 ans à Nice pour essayer d'imprimer une patte, de donner un style de jeu à son équipe. Au bout de 3 ans, c'était toujours aussi nul. Hein. Et pourtant, il en a eu des recrues. Hein. Il en a eu des possibilités de refaire son effectif. Donc non, Patrick Vieira, il est nul. Donc peut-être que s'il signe à l'OL et qu'il devient génial, on changera d'avis. Mais moi, je pense pas que ce soit un bon choix. J'espère que les féminines survivront à l'alliance avec les américaines. Bah, les américaines, elles sont pas là pour foutre le bordel dans les féminines. Hein. C'est un très bon asset pour Michel Kang. Là. Je pense qu'au contraire, elles vont le développer. Tu gardes qui des morts vivants dans l'effectif pro ? On en parlera à la fin de la saison. Mais on va être honnête. Hein. Pas grand monde. On garde personne même. De tous les gens qui vont revenir là, il n'y a pas grand monde à garder. Hein. Peut-être Senkos Kassar dans la rotation, mais je pense que le mec n'a pas envie d'être dans la rotation. Mais c'est tout. On va faire les notes, parce que là, on se disperse un petit peu. Attendez, parce qu'il y a la perruque de clown qui m'empêche de voir mon écran. Allez, les notes.
Et après, on basculera sur le Jurigno. Alors, hop, les notes, c'est parti. Non, le terrain n'est pas de cette couleur. Voilà. Ah, attendez, ça fait longtemps là. On n'a pas fait le débrief du match précédent. On va essayer de faire un beau terrain. C'est une très belle ligne droite déjà pour commencer. Aïe, 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 j'ai trébuché. J'ai trébuché, tant pis. Bah, du coup, on va finir là, c'est pas grave. Allez, on est pressé, on fait les notes. Hop. Hop. Oh là là, c'est une catastrophe ce terrain, mais c'est pas grave. C'est dommage, ça avait bien commencé pourtant, hein. Hop, c'est parti. Nous avions dans les buts Anto Lopez. Nous avions Diomandé, Lukeba. Nous avions Tagliafico. Merci Vernatsky pour ton abonnement. Je me rappelle que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez penser à lâcher un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. On a passé les 4000, ça fait très plaisir. Les débriefs montent au-dessus des 10 000 de temps en temps, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à vous et on va continuer la saison prochaine puisque je suis sous contrat avec nos amis de Parion Sport jusqu'à la fin de l'année civile. Donc il y aura au moins des débriefs pendant 6 mois de plus. Nous avions au milieu de terrain Tolisso, Cacré. Cherki, elle était belle cette compo quand même, hein. Lacazette, Jeff de Bruges et Barcola. Hop, c'est parti. Anthony Lopez. Oui, on dit merci de Parion Sport. Merci Parion Sport de me donner plein d'argent pour faire ces contenus-là que j'adore. Voilà, on les remercie encore. Pourquoi Lovren pas choisi? Lovren, il est suspendu? Non, il est blessé. Blessé, Lovren. Blessé. Coucou YouTube. On fait coucou YouTube. On fait coucou YouTube. Jean-François Nino, exactement. Lopez, bon, c'est un bon match de Lopez. 8 arrêts quand même. C'est un 7. C'est un 7, Lopez. Il n'y a pas trop à tortiller du cul pour chier droit, hein. C'est un 7 pour Lopez. C'est 8 arrêts. Oui, il peut arrêter le péno. Oui, il peut peut-être mieux sortir sur le pénalty, effectivement. Mais c'est un match très solide. Il a quand même été bien allumé, hein, pendant la première période. Je tiens à te dire qu'à chaque fois que le côté gauche du terrain nickel n'est pas la droite, coïncidence, je ne crois pas. Ouais, j'aime pas la droite du terrain. Lukeba. Bon match de Lukeba. Bon match en comparaison avec Diomandé qui n'a pas été rassurant. C'est un bon match de Lukeba. C'est pas non plus le match du siècle, c'est un match rassurant. C'est un 6. C'est un 6 bien sympathique pour Lukeba. On pourrait même presque mettre un petit 0,5. Un tout petit 0,5. Voilà, en voulant être gentil. Diomandé, c'est peut-être le moins bon joueur du match. Beaucoup mieux en seconde période, cela dit, hein. Beaucoup mieux en seconde période, notamment le jeu long qui a été intéressant. Diomandé a cette capacité quand même, et il faut être honnête, hein, avec ça, à trouver des passes comme ça, vous voyez, trouver des passes entre les lignes, à jouer long. Moi j'aime bien ce côté un peu Beckenbauer de Diomandé. Malheureusement pour lui, il y a deux belles saucisses, hein, parce qu'il y a la saucisse qui concède le penalty, et puis quelques minutes plus tard, il y a une autre très grosse saucisse sur le côté gauche de la surface. Diomandé, on peut pas mettre 3 c'est dur. 3 c'est dur, après il y a quand même une erreur qui coûte un péno. Si c'est un 3... 3,5. Allez, 3,5. Un 3,5 d'encouragement, vous allez dire, ouais, mais Charlie, t'aimes bien demander parce que si tu te suis sur Twitter, oui, bah j'aime bien demander. Donc peut-être que je note à la tronche, c'est vrai. Mais c'est un 3,5. C'est un 3,5. Allez, on va mettre un petit et demi alors, si vous voulez. On va mettre un tout petit et demi. Voilà, il est tout petit ce et demi. Voilà, hop là. Un tout petit et demi. Koumbedi, bah il y a quand même cette passe magnifique pour Barcola qui donne l'égalisation, mais Koumbedi toujours un petit peu friable défensivement, mais le potentiel de ce garçon est quand même très élevé, et on a torpillé le mercato lyonnais à bien des égards, mais lui là, est-ce que ce serait pas la meilleure recrue du mercato lyonnais avec Lacazette? Est-ce que ce serait pas la bonne surprise du chef? Koumbedi, c'est quand même fort, hein. C'est un bon match, ça pourrait être plus intéressant défensivement, donc on va pas monter très très haut, mais il y a du ballon. Il y a du ballon chez Koumbedi. Par contre, oui, effectivement, il a une vraie marge de progression sur la capacité à défendre au duel. Il fait beaucoup de fautes, Koumbedi. Il prend beaucoup de jaunes. Et c'est là où il doit progresser. Mais il y a du ballon. C'est pas, je pense, le truc le plus dur pour lui à travailler. Il y a une bonne base. Il y a une très bonne base. Pas de carton aujourd'hui. Je pensais qu'il en avait pris un. Non, il n'y a pas eu de carton pour Lyon aujourd'hui. Pas encore dans la def. Ouais, Koumbedi, il faut juste qu'il se renforce un petit peu sur l'aspect défensif, et ça deviendra un vrai... Mais c'est un coup de chance monumental quand même, hein. Enfin, coup de chance, non, parce que pour le coup, on va pas attribuer ça à la chance. C'est un coup de pif. Il fallait avoir du pif pour aller chercher Koumbedi. Parce qu'avec le départ de Gusto, puis son retour en décrépitude, heureusement qu'on a Koumbedi.
heureusement qu'on a Koumbedi. Et ça, c'est vraiment, faudra saluer le travail de je ne sais pas qui est allé chercher Koumbedi, probablement qu'avec l'IA, entre deux mauvaises expériences, on va dire. Donc voilà, il va faire oublier Gusto. Ouais, non, c'est bien. Tagliafico, match assez neutre. De Tagliafico, la story de Toko. Qu'est-ce qu'il a fait, Toko? Attendez, la story de Toko, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites, la story de Toko? Je vais la regarder. Je vais regarder la story de Toko. Karl Toko et Cambi. Alors, regardez la story. Ah, il a mis 2 emojis qui pleurent avec un emoji soon. D'accord. Bon, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Pause drab, effectivement. Allez, on reprend les notes. Tolisso, petit match de Tolisso aussi. Ah non, on n'a pas noté Tagliafico. Tagliafico, 4,5. Voilà, hop, on torche et on va faire autre chose. Tolisso, j'ai encore trouvé une fois Monsieur Millot, très bon arbitrage. Oui, c'est vrai. Très bon arbitrage de Monsieur Millot, c'est à souligner. Tolisso, pas bon du tout ce soir. Pas bon du tout ce soir. Il a raté énormément de choses, notamment beaucoup d'opportunités de frappe. C'est un petit match de Tolisso. Luqueba et Lopez, c'est tout. Et calmez-vous, les gars. Hein, c'est pas non plus la folie absolue. Hein. 4 pour Tolisso. C'est beaucoup de centres ratés, beaucoup de contrôle moyen. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Après, il a souffert, Tolisso, de la partie d'Azzo de Cacré, qui a fait un match, les amis, ce Maxence Cacré-là. Quel plaisir! Parce qu'on a pu douter, hein. Mais il est là, il existe le Maxence Cacré du Final 8. On l'a pas imaginé, on l'a pas rêvé. On n'a pas inventé Maxence Cacré contre la Juve et contre City. Il est là, il existe Maxence Cacré. Mais quel match, les amis, quel match! Cette capacité à se retourner, à prendre l'info, à éliminer. C'est pas souvent qu'il élimine Cacré. Et on a quand même, c'est pas la meilleure saison de Cacré, même si la deuxième partie de saison est vachement mieux et que ses derniers matchs sont vachement mieux. Mais on a souvent reproché à Cacré de pas stater, d'avoir très peu de stats, d'être incapable de faire des passes D ou de marquer. Cette saison, c'est 3 buts et 7 passes D pour Maxence Cacré. C'est énorme. Hein. C'est une saison à la prime Tolisso. Il faut quand même mettre ses lettres de noblesse sur la performance de Cacré là-dessus, parce que c'est pas rien pour Cacré d'être arrivé de une passe décisive en 2 ans et demi à 3 buts et 7 passes D. Donc, peut-être que cette saison-là, qui a été vraiment calamiteuse sur la première partie, c'est la saison de la maturité pour Maxence Cacré. Peut-être que c'est la saison déclic qui va lui faire passer un cap. Encore il faut-il trouver un coach qui se rendra bien compte que Cacré n'est capable de déployer son meilleur niveau que quand il joue ici. Voilà, c'est ici la zone de Cacré. En plus, c'est pas ici, c'est de l'autre côté, parce qu'il a joué côté gauche. J'ai inversé les deux. Mais c'est la zone de l'entrejeu, c'est là où il est bon. C'est un 8,5 pour Cacré. Voilà. J'ai que ça qu'à dire, comme dirait l'autre. Cherki, alors Cherki, c'est toujours pareil. C'est, oui, moi aussi, j'ai envie de mettre une très grosse note, parce qu'il a fait la roulette de zinzin, parce qu'il a fait la frappe enroulée pied gauche et tout, et j'ai envie de mettre 8, parce que la seconde période, elle est brillante, et c'est le joueur frisson. Mais en réalité, Ryan Cherki, sa première mi-temps, elle vaut 3. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il faut qu'il réussisse à faire en sorte que ces mauvaises périodes soient des périodes moyennes, et que ces bonnes périodes soient les bonnes périodes qu'il a déjà. Mais le problème de Cherki, c'est qu'on est obligé de voir les moments où il est vraiment nul, pas juste neutre, nul, pour les contrebalancer par rapport au moment où il est absolument brillant. Donc oui, il fait une semi-passe D et un but, donc c'est un très bon match de Cherki. Tu dis que c'est un match référence et tu mets 6 à tout le monde. Mais c'est une mi-temps référence peut-être. Après, match référence, on va mettre des bonnes notes à Jeff, à Barcola et à la Casette. Il y a une talonnade qui nous coûte presque un but. Ouais, il a 19 ans, n'oublie pas. Ah, mais j'oublie pas du tout. Juste, voilà, Cherki, j'aurais envie de lui mettre 8, mais on va mettre 7, parce qu'on peut difficilement aller au-dessus, vu que sa première période, elle est dégueulasse. Donc, je pense que Cherki, il doit réussir à faire en sorte que ses temps faibles soient moins faibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est clair. Cherki, il y a toujours dans le match un gros temps faible et généralement un gros temps fort. Et le problème de Cherki, c'est que les temps faibles, ils sont ultra faibles. Ultra faibles. La première mi-temps de Cherki, elle est vraiment abyssale. Et il faut qu'il arrive, quand il n'a pas encore la tête à l'endroit, à transformer ses temps faibles en des temps sobres. Parce que pour l'instant, Cherki, quand il n'a pas la tête à l'endroit, il coûte à l'équipe. Il fait du mal à l'équipe. Alors après, il sauve. Donc ça va, ça compense. Mais ça ne devrait pas compenser. Il devrait être pas très visible en première période et brillant en seconde. Or là, il est nul
en première période et il est très bon en seconde. C'est pas encore suffisant. Donc oui, il y a le temps. Il a 19 ans. J'adore Cherki. Je descendrai pas du train. C'est un joueur qui me fait me lever et hurler. Voilà. Et il me fait hurler aussi en première période parce qu'il me rend fou. Mais pour moi, voilà, il faut qu'il réussisse. Vraiment, la clé, c'est ça. C'est minimiser les temps faibles. Parce que les temps forts, il les aura toujours. Barcola, bah, on a tout dit sur Barcola en première partie de débrief, hein, on va juste mettre la note. Mais Barcola, quel plaisir, quelle fraîcheur, quelle douceur. Merci la poubelle du Groupama Stadium. Merci. Merci infiniment à la poubelle du Groupama Stadium. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un, il y a un intendant, il y a un employé du Groupama Stadium qui s'est levé un matin du match, il a pris la poubelle et il l'a mis à cet endroit-là. Et c'est ce mec-là qui est responsable de l'explosion de Barcola. Parce que s'il avait mis la poubelle à un autre endroit, s'il n'avait pas mis la poubelle là, bah Barcola serait pas titulaire. Donc merci à monsieur l'employé du stade qui a mis la poubelle là. Merci. La poubelle MVP de la saison, effectivement. Donc on va mettre 7,5 à Barcola. C'est probablement un peu surnoté, mais c'est la note avec les yeux de l'amour. Jeffinho, c'est un bon match de Jeffinho. Il manque un petit peu de physique et de finition, on va dire, Jeffinho. Mais rappelez-vous quand même, quand il arrive, on est un peu dubitatif. Hein. Voilà, genre, ouais, le Boug a 23 ans, il coûte un peu cher et tout. Qu'est-ce qu'il nous sort? On a des compiles qui sortent qui nous montrent que c'est un peu un poulet sans tête. C'est bien, Jeffinho. C'est intéressant. Moi, j'attendais pas de Jeffinho qu'il est... Vous voyez, quand Jeffinho et Sarr arrivent, dans ma tête, je me dis, Sarr a plus les épaules, théoriquement, pour apporter à cette équipe sportivement. Parce qu'il vient d'un championnat européen, parce qu'il a marqué pas mal de buts en Eredivisie et compagnie. Mais je me dis pas, Jeffinho, c'est lui qui va apporter vraiment quelque chose. Mais au final, c'est la très bonne surprise, Jeffinho. Alors, il a coûté des pognons quand même, il a coûté 12 millions, Jeffinho. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a du foot, il y a de la percussion. Maintenant, point d'interrogation. En quoi va se transformer Jeffinho? Est-ce qu'il va se transformer en je sais pas, en Nabil Fekir, ou est-ce qu'il va se transformer en Bertrand Traoré? Il y a deux chemins qui s'ouvrent pour Jeffinho. Il y a le chemin de la perfectionnisation de son jeu, de son épuration dans son jeu et des stats, et puis il y a le chemin du poulet sans tête. Donc est-ce que ça va devenir un bucket KFC, ou est-ce que ça va devenir un petit bol de caviar? Aujourd'hui, on peut pas dire. Mais à 12, il y a mieux sur le marché. Bah, trouve-les-moi, parce que des A12 qui veulent venir à l'OL mieux sur le marché, je les vois pas trop. Donc on va voir. C'est soit Vinicius, soit Bertrand Traoré. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est pas non plus un match du siècle, on va mettre 6. Et Lacazette. Ah, voilà, Lacazette. Ah, il est trop fort, les gars. Il est trop fort, Lacazette. Il est beaucoup trop fort. C'est tout. Il a cette capacité, Lacazette, et je sais pas comment l'expliquer. J'en parlais tout à l'heure, parce que j'ai un pote à la maison, là. Et je lui disais, il y a pas beaucoup d'attaquants dans le monde qui sont capables de faire ce que fait Lacazette au niveau de la prise de ballon. Je sais pas, je vais faire de la gestion. Vous voyez, quand il prend le ballon et qu'il s'appuie un peu contre l'épaule, là, et qu'il fait des espèces de petites feintes là avec le pied. Vous voyez pas mes pieds forcément, mais vous voyez ce côté là, je tiens le défenseur avec mon épaule et j'avance avec le ballon et je me retourne un peu là. Vous voyez ça? Ça, c'est un côté très Lukaku dans l'idée. Ce côté joueur en pivot qui est capable de tenir en physique avec un centre de gravité qui est très très bas. Et je trouve ça assez fascinant qu'il arrive à le faire partout, tout le temps. Lukaku avec des pieds. Il a... non mais Lacazette, en fait, il faut un live entier pour parler de ce joueur. Il sait tout faire. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, tant pis, je le dis, c'est pas grave, vous allez clipper, vous allez foutre de ma gueule. C'est le meilleur joueur de Ligue 1. Il met 30 buts dans une équipe de merde. Il sait tout faire. Regardez sur le but que met Cherki. Je vous invite à revoir le but que met Cherki. Vous rembobinez la de 10-15 secondes. Regardez le travail que fait Lacazette sur le but de Cherki. C'est indécent. C'est un numéro 10 qui joue avant-centre. C'est un numéro 10 dans une équipe qui joue pas au football et qui est capable de marquer 26 buts. C'est Sofiane qui a dit ça. Il a dit numéro 10 capable de mettre 26 buts. C'est incroyable le poids de Lacazette dans cette équipe, cette capacité à voir le jeu, cette capacité à temporiser quand il faut temporiser, à se sortir de petits espaces, mais c'est pas des petits espaces, c'est un ascenseur d'un appart haussmannien. C'est incroyable, il a une capacité monstrueuse à faire des trucs comme ça. Et il y a un mec qui m'a dit après le match contre Clermont sur Twitter, d'ailleurs il s'est fait défoncer, n'insultez pas les gens sur Twitter, sauf les gens qui vous insultaient en premier, qui disait ouais Lacazette, on va en parler de son match où il a le totem. Je lui dis bah ouais il a le totem, ouais. Ouais il fait pas un bon match contre Clermont, mais il a le totem. Il a le totem d'immunité, mais 200 fois quoi. Il a 30 colliers d'immunité, le totem, et la prod lui commande des Uber Eats. Il a le totem d'immunité à vie, Lacazette. À vie. L'équipe de France c'est mort pour toi. Mais on s'en fout de l'équipe de France. On s'en fout, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille foutre en équipe de France? Didier Deschamps, il peut pas le piffrer.
Il l'a pas appelé depuis 2015. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'équipe de France? On est des supporters lyonnais, on s'en fout de l'équipe de France. On en a rien à branler. Laissez-le tranquille, qu'il se repose dans les... Qu'est-ce qui se passe quand un joueur lyonnais va en équipe de France? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand un joueur lyonnais arrive en équipe de France? Alors, soit il change de sélection parce qu'il devient nul, soit il se fait les croisés et il est plus jamais à son niveau, soit il devient champion du monde. Effectivement, ça peut arriver. Donc laissez-le. Laissez Lacazette là où il est. Il s'en fout. Il est bien à Lyon, là. Allez pas l'envoyer à Clairefontaine. De toute façon, il jouera pas. Il jouera pas s'il va en équipe de France. On s'en branle de l'équipe de France. Il y a Griezmann et Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez mettre Alexandre Lacazette dedans? De toute façon, c'est Didier Deschamps. Il préfère des mecs qui courent vite. Il préfère mettre Coman ou Diaby. Laissez-les tranquilles. De toute façon, moi je pense que Lacazette, pour fonctionner, il a besoin d'être le point d'ancrage de cette équipe. Alors après, c'est vrai que dans cette équipe de France qui a tant besoin d'Olivier Giroud comme point d'appui, peut-être que Lacazette peut être crédible dans ce rôle-là. Mais on s'en fout. Du coup, la note pour Lacazette. On met combien? On met 8? On met 8? 9, 8, 9, 8, 8,5, 8? 8. Allez, 8. Soyons raisonnables pour une fois. 8. Voilà, on n'a pas parlé des entrants. Je crois qu'il n'y a que Thiago Mendes qui est rentré. Je dis pas de bêtises, il n'y a que Thiago Mendes qui est rentré. Il n'y a pas eu d'autres changements. Il n'y a eu que Thiago Mendes. Bon, un quart d'heure de Thiago Mendes, s'en fout un peu. C'est pas passé grand-chose. C'était pas non plus la catastrophe. Mais voilà. On va terminer avec le Jurigno. Évidemment, je n'ai pas préparé mon Jurigno de côté. Vous avez le lien qui a été épinglé par notre cher modo Socrate. Si vous voulez voter pour le Jurigno, maintenant il faut se connecter avec Google. Je vous le remets dans le chat quand même. Je vous le remets dans le chat. Hop là, voilà, je vous mets le lien dans le chat. Et on va basculer dessus incessamment sous peu. Eh ben non, c'est bon, ça fonctionne. Oh là là, il est bien préparé ce live hein, quand même. Il est bien préparé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien fait. Je vous rappelle le principe, comme d'habitude, vous notez les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre, de plus 5 à moins 5, donc ça peut pas peser positivement ou négativement. Ça va être facile ce soir. Ça va être très facile, puisqu'on va mettre Cacré en plus 5, on va mettre Cherki en plus 3, on va mettre Lacazette en plus 4, on va mettre Lopez en plus 3, et on va mettre Diomandé en moins 3. Ou moins 4. Moins 3, moins 4, moins 3, moins 4, moins 3, moins 4, moins 3. Allez, moins 3. Voilà, ça me semble à peu près cohérent. Qu'est-ce qu'ils ont mis les autres? Barcola? Ah oui, on aurait pu mettre Barcola. Est-ce qu'on met Barcola ou Diomandé? Barcola ou Diomandé? Blanc à Alpaguet, Hugo Guimard en conférence de presse. Mais les gars, je vois pas la conférence de presse. Allez, Barcola, on va mettre du positif. C'est un beau match. On va se concentrer sur le positif. On va lui mettre un petit plus 3. Voilà. Vous pouvez voter, hein. Vous pouvez voter. Vous voyez, il y a 108 votes. Si j'actualise, il va y en avoir plus. 109, voilà, on peut les voir. Vous pouvez même stalker les votes si vous voulez. Ah non, ils ont enlevé les pseudos malheureusement. La CNIL a dû passer par là. Voilà, nickel. Et ben on a terminé ce débrief, les amis. On a terminé ce débrief, c'était un bon débrief. On a gagné le foot. Merci en tout cas d'être toujours nombreux, même pour les victoires, parce que vous étiez plus de 1000 ce soir en constant, donc ça fait très plaisir. Prochain débrief, ce sera samedi soir après le multiplex. Je serai pas chez moi, je serai à Rouen avec des amis pour ce qu'ils appellent un multiplex alcoolisé, donc autant vous dire que ça risque d'être un peu laborieux de faire le débrief, mais on fera le débrief, ce sera à 23h samedi. Il y aura probablement un live nocturne mercredi, blabla, chill, tranquille comme d'habitude, où on aura l'occasion peut-être de parler du Giro, de tout plein de choses et compagnie, un peu moins de foot et un peu plus d'autres choses. Donc voilà, débrief contre Reims samedi 23h. Dernier débrief de la saison, ce sera le samedi suivant à 23h après le match contre Nice, et on fera un grand débrief de la saison dans la foulée, donc ça doit être le week-end du 10 ou un truc comme ça. Et derrière s'ouvrira la grande page du cyclisme, puisque on va aborder le Tour de Suisse, où je serai présent avec les mecs de la FF Loose le 13 à Villars-sur-Olon, où je suis invité par la station de Villars-sur-Olon pour vous faire un petit live sur place. Et derrière, on aura les débriefs du Tour de France, quasiment tous les jours. Hein, je ne vous garantis pas de le faire tous les jours, mais on va essayer de faire un maximum de jours débriefs du Tour de France, notamment des débriefs sur les étapes. Oui, ça parle vélo, bien sûr que ça parle vélo. Tu viens fêter la montée nationale du FC Rouen? Non, je vais pas, j'étais invité par le FC Rouen. J'étais invité par le FC Rouen, mais malheureusement, comme le match est à 21h, je peux pas enchaîner les deux de façon correcte. Donc j'étais invité par le FC Rouen pour venir avec eux fêter la montée nationale, mais je vais pas pouvoir aller au stade, mais ce n'est que partie remise pour l'an prochain. Je vais direct chez mes amis poser mon setup. Voilà,
On est à l'alcool avec modération. Oui, avec modération, l'alcool, bien sûr. Ne soyez pas débiles. Match pas compliqué. L'OL a été plus efficace que nous. Je pense pas qu'on a été en grande difficulté. Ce qu'a dit Axel Dizazi. Mais effectivement, il a des petits soucis. J'ai enlevé vu que c'est les adresses mail ou les noms des personnes. T'as bien raison, Jean. Mon Jeannot. Résumé de la saison. L'année dernière, c'était fabuleux avec le mec qui nous parlait de technique du colibri. Non, je pense pas qu'on fera un space de résumé de la saison. Je pense qu'on fera un petit débrief en one-one. J'ai pas l'impression que le format talk vous plaise plus que ça. C'est un peu chiant à faire. On fera peut-être un space, hein, mais en tout cas pas un live Twitch avec des intervenants multiples. À quand un Motus? Motus, c'est à Noël. Donc non, on fera ça. Ensuite, il y aura des quiz aussi, on n'a pas parlé de ça. Mais à partir de la fin de saison et jusqu'à la reprise des matchs amicaux, on va mettre sur la chaîne plein de trucs. Ce sera un peu le pot pourri. Il y aura des quiz, il y aura des lives vélo, il y aura peut-être même des lives F1. Mais voilà, peut-être on fera un space à l'arrache sur Twitter, même si les spaces sont un peu pourris. Voilà, merci à vous. Replay disponible sur YouTube dans 1 heure, la HD dans 2 heures. Si vous êtes sur YouTube, merci à vous de suivre la chaîne, de mettre des commentaires. Mettez plein de commentaires, mettez n'importe quoi. Si vous avez un peu de temps, c'est toujours ça de prix. Je préfère que vous mettiez des commentaires et des pouces sur YouTube plutôt que vous lâchiez vos subs. Ça me rapportera plus d'argent à terme. Les pouces bleus, t'as pensé quoi de Pinot? Je suis triste, je suis effondré. Qui est la marque de la poubelle de Toko. Allez, je vous envoie en raid. Je sais pas chez qui. Zach, il est peut-être en live, il est rentré du Japon là. Bah non, il n'est pas en live. Je vous envoie chez Braque, tiens. Voilà, je vous envoie chez Braque. D'ailleurs, faut qu'on fasse un match retour avec Braque, parce qu'il m'a battu la dernière fois. On aura peut-être l'occasion de le faire quand on sera au Havre lundi. Allez, je vous envoie chez Braque. Vous lui faites des bisous de ma part. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais, parfois, de temps en temps, est une petite raison d'être heureux. Et on salue d'ailleurs Bart, qui je l'espère, va bien. Allez, bisous, à bientôt.